Bonjour à tous, donc c'est moi qui vais commencer cette première partie. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des nouveaux visages de l'expatriation au Portugal. Pourquoi nouveaux visages? Parce que en 2012, on a eu un régime qui s'appelle le régime NRH, RNH, selon comment on le prend, qui prévoyait principalement des départs d'autres pays et des arrivées au Portugal. Et ce régime a été extrêmement utilisé par des retraités. Puis ce régime, il a été mis fin à ce régime et on a aujourd'hui un nouveau régime, ce qu'on appelle le régime ITS. Et on va le regarder en détail, mais l'intérêt majeur de ce régime et la grande différence, c'est qu'il ne s'applique surtout pas aux retraités. Alors, en termes de pratique, le nouveau régime, à l'origine, devait concerner les professionnels de la recherche, de l'innovation, des services à haute valeur ajoutée, et il s'est quand même beaucoup élargi. On rentre plutôt facilement dans ce mécanisme-là, mais à condition de ne pas être retraité. Pourquoi, et comment ça fonctionne? Donc, on a un régime qui a comme l'ancien, une durée de 10 ans, et il faut pendant 10 ans répondre aux conditions liées aux activités professionnelles et aux critères de résidence. Il y a deux aspects principaux. Premièrement, un taux d'imposition forfaitaire de 20% euh, sur les rémunérations de source portugaise, et puis une exonération, une exemption d'impôt pour la plupart des revenus de source étrangère, sauf sur les pensions de retraite. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est le même régime avec les mêmes avantages. Et vous allez voir que c'est intéressant pour un Français qui décide de s'installer au Portugal, mais plus du tout avec des retraités. Donc on recherche une clientèle plutôt jeune. Si on considère en plus que le Portugal est une destination au regard des crypto-monnaies fiscalement intéressantes, on a aujourd'hui plutôt une clientèle jeune qui part au Portugal. Alors, est-ce que ça a réussi? C'est encore beaucoup trop tôt. Je suis un peu plus optimiste aujourd'hui qu'il y a un an, parce qu'on voit qu'il y a des vrais sujets de départ, mais ça reste quand même dans un fonctionnement très limité. Euh, le cas typique que l'on voit, c'est la personne qui a une entreprise en France et qui décide de s'expatrier. Donc nous, on va lui conseiller au regard des critères conventionnels de ne plus avoir de foyer d'habitation permanent en France. Elle peut rester gérant, présidente de cette société. Et puis à côté, au Portugal, elle va s'installer en créant une société qui va répondre aux critères professionnels tels qu'on l'a défini un peu avant. À partir de là, la société va soit développer son propre business, soit facturer la structure française sur des prestations et la personne va optimiser à deux niveaux. En termes de rémunération, elle va avoir un impôt de 20% et de l'autre côté, elle va prendre des dividendes en France qui vont subir une retenue à la source qui est aujourd'hui de 12,8% et zéro au Portugal. Donc, le schéma de l'expatriation et du régime ITS, il est intéressant pour une personne qui décide d'aller vivre au Portugal et qui n'aurait rien en France, mais c'est encore plus intéressant sur une personne qui va se retrouver avec une société française n'a pas envie ou besoin de la fermer, et qui va continuer donc son activité. Donc, on va donc avoir une absence de rémunération sur la structure française qui, par définition, doit être une SAS. Donc, si vous avez une SARL, bah, ça peut plus fonctionner. Ça fonctionnera pas parce que la SARL va
intégrer des charges sociales et notamment sur les distributions de dividendes. Donc, préalablement, un non-résident, très souvent, on va être amené à lui faire faire une transformation de la forme de sa société pour être en SAS et n'avoir que 12,8% à payer et pas de charges sociales à réintégrer en interne, puisque dans le régime de base de la SRL, lorsqu'on distribue des dividendes à l'associé majoritaire, on peut avoir le sujet de charges sociales. Donc, les nouveaux régimes de l'expatriation au Portugal, c'est plus du tout de retraités, et puis des personnes qui vont avoir un mécanisme très proche du mécanisme d'origine RNH, avec une rémunération, et ça c'est obligatoire pour pouvoir en bénéficier, de sources portugaises au regard d'une activité éligible. Et derrière, le supplément et l'intérêt, c'est d'aller chercher des distributions de dividendes exonérées. Alors, la condition, c'est qu'il faut devenir résident fiscal de portugais, donc ne pas avoir été résident fiscal portugais au cours des 5 dernières années préalablement à un départ de France. Sur les activités éligibles, on va avoir l'équivalent du code NAF, c'est ce qu'on appelle la classification CAE au Portugal, qui va pouvoir permettre de déterminer dans quelle activité éligible on va pouvoir rentrer. Mais c'est quand même plutôt large. Et l'intérêt, il est aussi que en facial, il faut bien comprendre que l'impôt sur le revenu portugais est moins intéressant que l'impôt sur le revenu français. Pourquoi? Parce que à 83 000 euros d'impôt, on est déjà à 48%. Du moins, à 83 000 euros de revenus, on est déjà à 48% d'impôt, alors qu'en France, on a des tranches très larges, et pour être à 45%, il faut être à 180 000 euros. Donc, le fait de couper ça et de bénéficier d'un impôt de 20% est fiscalement très intéressant. Ce qu'il faut regarder et faire attention préalablement lorsque on s'expatrie au Portugal, ça va être le sujet de l'exit tax. Même si on part en Europe, il faudra faire une déclaration d'exit tax. Si vous êtes propriétaire d'actions de sociétés françaises, alors on est dans deux cas différents. Premier cas, vous détenez au moins 50% d'une société soumise à l'IS. C'est typiquement le cas si vous avez une société d'exploitation ou une holding. Et deuxième cas, c'est lorsque vous avez une participation supérieure à 800 000 euros dans une société. Donc, voilà ce qui est important à mon niveau pour vous expliquer l'expatriation et les nouveaux visages de l'expatriation. Une clientèle, si on peut dire, recherchée par le Portugal, plus jeune, plus active, qui génère des revenus et qui doit développer une entreprise sur place. Voilà pour ma partie, Rachel. Peut-être que je réinterviendrai en fonction des éléments. Et puis, Olivier, je te donne la parole pour ta partie. Ouais, bonjour à tous. Une fois qu'on a décidé de partir au Portugal, le sujet c'est de voir quels aménagements on fait sur son patrimoine pour que les choses soient optimisées. Euh, L'idée généralement c'est qu'on conseille de couper au maximum les liens avec la France, tant sur l'immobilier que le financier, parce que la France, même si vous n'y habitez plus, elle va garder la main sur un certain nombre de choses. Donc on va avoir des retenues à la source sur les intérêts, les dividendes que vous percevez. L'immobilier locatif que vous détenez va continuer d'être imposé en France, à la fois sur les loyers, mais aussi sur les taxes foncières. Sur les droits de succession, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, mais si vos héritiers sont en France, eh bien, ils seront taxés en France sur l'ensemble de leur succession. Si vous gardez des biens en France, bah, ces biens situés en France subiront les droits de succession français. Et puis, il y a un certain nombre de mesures un peu nuisibles que la France est susceptible de prendre. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a la loi Sapin 2 qui permet à l'État de bloquer les retraits sur les contrats d'assurance vie en cas de crise un peu systémique. Donc ça, si vous êtes non résident mais que vous avez des contrats d'assurance vie ou
PER ou contrat de capitalisation en France, eh bien, cette loi pourra s'appliquer quand même. Et puis, si la France décide de mettre en place un nouvel impôt sur la fortune ou une taxation sur l'épargne improductive ou ce genre de choses, eh bien, elle s'appliquerait sur les avoirs qui sont situés en France. Du coup, en tant que non-résident, on va plutôt privilégier des placements souvent luxembourgeois. Au Luxembourg, il y a tout un tas de types de placements, mais l'enveloppe qu'on utilise principalement, c'est ou le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation. L'idée, c'est que c'est des contrats qui sont transparents fiscalement. Donc le fait d'avoir son argent au Luxembourg ne veut pas dire qu'il y a une imposition au Luxembourg. Quand on a un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation au Luxembourg, la seule fiscalité qui s'applique, c'est la fiscalité de son lieu de résidence. Donc si demain vous êtes résident fiscal portugais, eh bien c'est la fiscalité du Portugal qui s'applique. Tant que vous êtes résident fiscal français, c'est la fiscalité de la France. Si demain vous partez en Espagne, ce sera la fiscalité de l'Espagne. Donc c'est adapté aux personnes qui ont une mobilité internationale. En plus de ça, eh bien, ça offre une sécurité structurelle. Le système financier luxembourgeois est structuré de telle manière qu'il offre une sécurité sur vos avoirs bien plus forte que ce qu'offre la France si jamais il y avait une crise ou si jamais il y avait une faillite d'assureur. Et au Portugal, donc quand je vous dis que quand on a des contrats d'assurance vie luxembourgeois, c'est la fiscalité portugaise qui s'applique, il se trouve qu'au Portugal, la fiscalité sur les contrats d'assurance vie, elle est vraiment favorable après 8 ans. On va arriver à être imposé sur les intérêts qu'on retire de ces contrats à 11% si on fait des retraits totaux. Ou même si c'est des retraits partiels, si par exemple on a 500 000 euros placés et qu'on veut retirer 10 000 euros tous les trimestres pour se générer un revenu complémentaire, on va arriver à avoir un frottement fiscal très faible de l'ordre de 4%. Il faut pas oublier que les systèmes type RNH, c'est des systèmes qui sont temporaires, donc c'est des systèmes qui sont avantageux pendant une dizaine d'années, pendant 10 ans. Mais à l'issue de ces 10 ans, si on veut rester au Portugal, on retombe dans un régime classique qui, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas forcément très favorable. Donc loger ses avoirs dans des enveloppes qui ont une fiscalité favorable, qui ne dépend pas d'un régime particulier, c'est intéressant. Et la fiscalité de ces enveloppes au Portugal, elle est intéressante après 8 ans. Donc il faut penser à prendre date assez tôt pour que quand on sort du RNH, on ait ses avoirs placés dans des choses pertinentes. Donc voilà, le conseil qu'on donne généralement, c'est de fermer ces placements qu'on a en France, d'en ouvrir ailleurs pour être déconnecté de la France. La place la plus pertinente pour moi, c'est le Luxembourg qui offre une sécurité, une fiscalité favorable au Portugal et surtout une grande flexibilité de gestion, puisque ce qui est important quand on a un capital, c'est de le faire fructifier au mieux. Et dans le cadre du Luxembourg, on a accès à tout un tas de produits financiers pour faire une allocation d'actifs vraiment sur mesure qui dépend de votre horizon de placement, de votre profil de risque. Mais on a un choix très large dans les instruments qu'on peut utiliser pour faire du sur mesure, beaucoup plus large que ce dont on dispose en France.